Tu pourrais définir en quelques mots ce que c'est le développement durable et pourquoi est-ce que finalement tu t'es spécialisée dans ce domaine? En fait, c'est la société civile et souvent les jeunes qui se lèvent pour dire oui ou non à quelque chose quand ils veulent changer le monde. J'aimerais savoir ce que tu en penses du greenwashing et purpose washing. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast M12i. Je m'appelle Erika, your host. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant pour les étudiants et surtout pour les stagiaires. Actuellement, on est à la recherche d'un emploi et on se posait la question de quels seraient les critères pour choisir une entreprise et pas une autre. En réfléchissant, on s'est rendu compte que finalement un critère très important pour nous les jeunes, c'est vraiment que l'entreprise soit engagée et qu'elle aussi puisse créer de l'impact. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler du développement durable et comment trouver un emploi en accord avec ses valeurs. Pour en savoir plus sur ce sujet, je suis ravie d'accueillir Yasmina Saed, une experte en développement durable et en responsabilité sociétale des entreprises. Merci d'avoir accepté cette invitation, Yasmina. Comment ça va aujourd'hui? Bonjour Erika, merci, je vais très bien. Et c'est moi qui te remercie de ton invitation. Pour moi, c'est toujours un honneur de recevoir la confiance des jeunes. Oui. Alors, oui, je suis experte en responsabilité sociétale des entreprises, qui est une partie du développement durable. On pourra définir, si tu as besoin, tout à l'heure. Pour me présenter un petit peu, donc j'ai 41 ans. Je vais te faire une présentation un peu Bien sûr, différente oui. de ce que je peux dire à des clients ou à la presse. Je vais te parler de moi, de ce qui peut intéresser vraiment des étudiants. Je me suis spécialisée il y a 15 ans. Ok. Donc, je faisais une reprise d'études en marketing et à ce moment-là, j'ai découvert la responsabilité sociétale des entreprises et j'ai décidé de choisir ce sujet pour mon mémoire de fin d'études. Ok. Et comme ce que je dis toujours à mes étudiants, puisque j'enseigne aussi sur mon sujet, quand on est passionné par ce qu'on fait, eh bien, on produit des choses absolument excellentes. Et c'est ce qui m'est arrivé. Le mémoire que j'ai écrit était de très grande qualité, à tel point qu'il a été sélectionné pour faire partie d'un concours national des meilleurs mémoires de fin d'études. C'est incroyable, hein? Ouais, c'était une expérience. Voilà, j'étais toute jeune, c'était vraiment passionnant puis enthousiasmant. Et donc j'ai gagné ce concours. Ah oui, ok. Et suite à ça, on m'a encouragée à poursuivre mon travail. Donc, ce travail-là, il était sur la responsabilité sociale des entreprises, dont on parlait très peu. Il n'y avait pas tellement de diplômes sur ces sujets. Ce n'était pas un sujet qui était abordé dans les médias, dans la société, Oui. comme maintenant, pas du tout. C'était très, très peu connu. Et donc, je me suis beaucoup spécialisée en autodidacte, en fait. Waouh. Par passion, sur mon temps libre, alors que j'étais responsable marketing dans une entreprise. Et j'ai travaillé jusqu'à ce que mes travaux soient publiés. Et à partir de là, eh bien, on a fait appel à moi pour des conférences. J'ai travaillé avec des think tanks. Je suis devenue consultante pour des entreprises. Voilà, j'ai énormément travaillé sur la mesure d'impact, puisque c'est un sujet qui t'intéresse, on va en parler aussi. Et voilà, j'ai accompagné des entreprises, des startups sur ces sujets-là. J'ai aussi créé une entreprise sociale et solidaire. Ok, bah c'est trop bien. Et je fais de tout mon possible pour donner des ressources, des outils aux jeunes. Ça, c'est un de mes engagements principaux. C'est comment créer de l'empowerment chez les jeunes sur tous ces sujets-là. Ouais. Ok, bah c'est super. Et c'est très intéressant de savoir aussi un petit peu comment tu as commencé. Parce que c'est vrai que ton parcours, il est quand même très original et intéressant.
Et justement, là, tu me parlais, tu nous disais que tu t'es spécialisée, justement dans le domaine du développement durable. Est-ce que tu pourrais nous dire ou tu pourrais définir, en quelques mots, ce que c'est le développement durable et pourquoi est-ce que finalement tu t'es spécialisée dans ce domaine? OK. Alors, je peux déjà donner, une définition, officielle, hein, de ce qu'est le développement durable, puis ensuite je vais, un peu plus expliquer, OK, oui, c'est parfait. comment ça Mmh. s'incarne, dans la société. Donc la définition officielle, du développement durable, elle est très simple, c'est de dire que c'est un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs besoins. Alors, vous avez peut-être déjà vu, tes camarades et toi, un schéma qui est, c'est trois piliers. Il y a le sujet de la société, celui de l'économie et celui de l'environnement, puis ils sont imbriqués les uns dans les autres pour, exprimer en fait que, si on fait attention à la société, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire faire attention aux besoins des gens, de santé, d'éducation, de bien vivre, l'équité, voilà, ça c'est les sujets de société. Et si on fait attention à ça et au sujet d'environnement, donc à préserver, la biodiversité, les ressources naturelles, énergétiques, eh bien on vit dans un monde qui est vivable. C'est-à-dire qu'on OK. se sent bien et en même temps, on est dans un monde où on a des ressources, on est dans un environnement en santé. Maintenant, si on fait attention à l'environnement et à l'économie, donc tout ce qu'on va aborder sur le sujet de l'économie, qui est le troisième pilier du développement durable, eh bien, sur le sujet d'économie, on va penser au pouvoir d'achat ou au pouvoir, de pouvoir améliorer ses conditions de vie matérielles. C'est Mmh. important aussi, hein, de Oui. pouvoir avoir, du chauffage si on en a besoin, de pouvoir se soigner aussi, hein. La recherche médicale fait partie aussi des conditions matérielles Mmh. d'un pays. Donc, si on fait attention à l'environnement et à l'économie, on est dans un pays qui est viable. Ça veut dire il peut durer longtemps. Maintenant, si on fait attention uniquement à la société, à l'économie et qu'on ne fait pas attention à l'environnement, ce qui est le cas depuis une cinquantaine d'années, c'est-à-dire qu'on essaie de vivre bien dans nos sociétés, de respecter les valeurs humaines, d'avoir une bonne éducation et en même temps de développer le pouvoir d'achat et les conditions de vie matérielles. En fait, ça, c'est un monde qui est équitable, mais dans lequel on a de moins en moins de ressources. Il faut Mmh. vraiment les trois Oui. piliers, la société, l'économie et l'environnement, pour que ce soit un monde durable, dans OK. lequel on se sent bien, Mmh. dans lequel on prend soin de nos ressources pour continuer à se sentir bien dans le temps, et dans lequel on assure aussi d'avoir des conditions matérielles pour pouvoir, je sais pas, innover, s'adapter, créer, etc. Donc, le développement durable, c'est vraiment l'idée que on peut développer sa qualité de vie aujourd'hui et que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 100 ans, dans 500 ans, dans 1000 ans, les générations, les êtres humains et la nature, hein, tous les êtres vivants qui seront là à ce moment-là, eh Mmh. bien, auront autant de ressources et de possibilités de vivre sur une planète, dans un environnement qui soit de qualité. OK, Voilà. d'accord. Donc le développement durable, c'est une vision, c'est Mmh. un projet de société. OK, Tu vois? d'accord. Oui, oui, c'est tout à fait et c'est très pertinent. Merci beaucoup pour, cette réponse, c'était assez clair parce que justement, nous, on avait remarqué que des fois, quand on nous pose la question, qu'est-ce que c'est que le développement durable? C'est un peu compliqué de définir, mais je pense que les 3 piliers dont tu viens d'expliquer, c'est assez important de l'avoir en tête aussi et justement, je voulais aussi, te poser une question concernant, la partie beaucoup plus réglementation. Parce que c'est vrai que la réglementation aujourd'hui, c'est un petit peu, le moyen de structurer la société Tout à et fait. je voudrais savoir justement, quelles seraient les lois ou les normes qui encadrent, le développement durable et quel serait, le rôle de ces outils? Alors effectivement, hein, tu l'as très bien dit, la réglementation, c'est un mot qui peut avoir l'air lourd, qui peut Mmh. faire peur et qui peut avoir l'air, voilà, quelque chose dont on n'a pas envie de rentrer, sur le sujet. Mais en réalité,
c'est la clé du changement. Alors peut-être que le mot réglementation n'est pas le plus représentatif. Je dirais des normes, je dirais des référentiels. Donc c'est des documents, des structures, des choses sur lesquelles on va se mettre d'accord, on va écrire ce qui nous convient, les règles qu'on veut suivre, les caractéristiques qui vont dire voilà, ça c'est ok, ça c'est de qualité, ou ça c'est légal, ou ça c'est illégal, etc. En fait, ce sont tous ces outils qui vont nous permettre de vivre ensemble. C'est ça le sujet des normes, des réglementations. Alors, ils existent pour tout ce qui régit le vivre ensemble. Je vais te donner des exemples, mais pour être peut-être plus large et est-ce que ça parle à tout le monde, avant de parler uniquement de ceux du développement durable, je dis toujours à mes étudiants que le monde, il évolue grâce à la réglementation, grâce à la loi en fait et au cadre réglementaire. Par exemple, il y a très très longtemps, on pouvait avoir il y avait de l'esclavagisme. Il a fallu décider et écrire les droits de l'homme. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Ça, il a fallu le dire, il a fallu l'écrire pour que ce soit clair pour tout le monde. Il a fallu aussi écrire les droits de l'enfant, le droit du travail, le droit de vote des femmes, etc. Au fur et à mesure de la société, en fait, c'est la société civile et souvent les jeunes qui se lèvent pour dire oui ou non à quelque chose quand ils veulent changer le monde. Et pour que, suite à ça, la réglementation, le corps, enfin toutes les personnes qui sont en charge d'écrire des lois, eh bien, vont rédiger des documents qui vont pouvoir être leur référence. Et c'est pareil pour le code de la route, il faut qu'on sache comment on se déplace les uns et les autres. C'est ce qui va faire qu'on va être en mesure de travailler ensemble, de vivre ensemble. Et c'est ce qui va faire qu'à chaque étape, en fait, on va évoluer. C'est à chaque fois la boussole et en même temps le référentiel, vraiment, voilà. Ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Si tu ne fais pas comme ça, tu n'es pas dans les clous et on a besoin de ça pour faire ensemble. Donc, c'est la même chose pour le développement durable. Il y a des outils, il y a des normes. Alors, il y en a beaucoup, je ne vais pas tous te les citer. Mais dans les grandes lignes, il y a des outils qui vont permettre de définir les choses, exactement comme ce que je viens de te préciser. La norme ISO 26000, par exemple, c'est celle qui définit la responsabilité sociale des entreprises. Avant ça, une entreprise pouvait se dire responsable, mais il n'y avait rien qui nous permettait de dire oui ou non, elle est responsable. C'était très subjectif. Aujourd'hui, il y a une définition claire. Soit tu colles à cette définition, soit tu colles pas. Donc, voilà, on peut dire responsable ou pas responsable. Voilà. Après, il y a des ordres de grandeur, des degrés d'avancement sur tu colles plus ou moins, etc. Mais c'est toujours un progrès. Mais ça reste utile pour ça. Il y a plein d'outils il y a plein de normes sur le management responsable, sur les achats responsables. Ça permet de dire quand est-ce que c'est OK ou non. OK ? Oui. Ensuite, il y a des outils qui vont permettre de faire des reporting. Donc, c'est de pouvoir. Et oui. Oui, ça me parle. Ouais. Et ça, en fait, c'est hyper important parce que c'est ce qui va obliger une structure à dire ce qu'elle fait, comment elle le fait. Et donc, ça permet aux autres, ce qu'on appelle les parties prenantes, ça veut dire l'écosystème qui est concerné par un sujet, eh bien, de regarder ce que fait la personne, la structure, l'association, l'entreprise qui présente un reporting et dire « ça me convient » ou « ça ne me convient pas ». Je suis d'accord avec ce que vous faites ou je ne suis pas d'accord. Et en fait, à partir d'un reporting, on peut dire « ah, on voudrait que ça aille plus loin sur ce sujet, ça va pas assez loin ». Ou « ah ouais, ça c'est super, on a bien avancé ».
c'est ce qui va permettre de dire où on en est et c'est ce qui va permettre à tout un écosystème de savoir où une structure en est. Donc, il y a des normes de cet ordre-là en ce moment pour le développement durable. On ne parle pas encore de la RSE. Eh bien, il y en a, par exemple, sur les émissions carbone, Carbon Disclosure Project. Enfin, il y a beaucoup d'outils. Donc là, il faut chercher sur Internet. Tu demandes à ChatGPT. Et se renseigner. Voilà, n'hésite pas à demander à ChatGPT, il va te faire une liste. Oui. Voilà. Mais après, il y a tout ce qui va être les cadres, initiatives internationales, comme le Global Compact des Nations Unies, la Charte de la Terre, les objectifs du développement durable. Il y en a les ODD. Voilà. Aujourd'hui, on en a 17 qu'on a décidé en 2015 et l'objectif, c'est de les atteindre en 2030. Pas gagné qu'on y soit. Par contre, plus on va s'en approcher et mieux on se portera. Donc, c'est vraiment de s'engager sur le sujet. Il y en a 17. Donc, chacun peut choisir où il a envie de s'engager, sur quoi il a envie de faire avancer les choses. Et il y a beaucoup à faire et c'est extraordinaire de s'engager. Moi, je ne peux que t'encourager à ça. Et après, sur la RSE, il y en a encore d'autres. Si tu veux, on peut en parler. Bien sûr, non, c'était assez clair. Et puis après, on vous invite encore une fois, si vous souhaitez toujours approfondir vos connaissances, surtout pour tout ce qui est la partie réglementation, n'hésitez pas à vous renseigner sur les sites aussi, comme t'en disais préalablement. Et puis aussi, je sais aussi que tu avais fait pas mal de recherches des sujets liés à l'entreprise. Est-ce que tu pourrais aussi définir en quelques mots ce que c'est la responsabilité sociétale des entreprises et pourquoi c'est important aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Alors, comme je te disais tout à l'heure, l'entreprise, c'est une partie prenante, c'est un des acteurs du développement durable. Le développement durable, comme je te disais, c'est une vision du monde. Donc, ça touche à tout, d'accord ? Donc, en plus des entreprises, tu as les ONG, tu as les syndicats, les groupements de protection des salariés, tu as les citoyens, dont les jeunes. Voilà. Et donc, tu as l'industrie. Ah oui, tu as bien sûr les institutions, les États, les collectivités territoriales, et qui ont beaucoup à faire aussi. Et tu as l'entreprise. Alors, pourquoi l'entreprise, c'est important ? Mais d'abord, je vais te donner la définition précise de la responsabilité sociale des entreprises. Alors, oui, parfait. Là, c'est une définition. Après, on pourra expliquer. Mais donc, la RSE, elle a été définie, comme je te disais, en 2010 par la norme ISO 26000. Donc, c'est une définition. Alors, la norme, c'est un sacré bouquin, mais il y a une définition simple. Après, ça décline tout ça. Ça donne des précisions sur... voilà. Mais la norme ISO 26000, qui est quand même, il faut quand même le dire, l'aboutissement de 5 années de discussions entre 71 pays, et qui ont fini par se mettre d'accord sur qu'est-ce que c'est qu'une entreprise responsable. Ah oui, ok. Oui. Donc, une entreprise responsable, c'est... comment je vais dire ? Alors, vraiment... la responsabilité de cette entreprise, d'une organisation plus largement, vis-à-vis des impacts de ses décisions, donc toutes les décisions qu'elle va prendre, et de ses activités sur la société, au sens large, sur l'environnement aussi. Et ça doit se traduire par un comportement éthique et transparent. Okay. Donc elle doit plusieurs choses. La définition dit qu'elle doit contribuer au développement durable, y compris à la santé et au bien-être de la société. Je veux dire que ce n'est pas quelque chose que les entreprises avaient l'habitude de penser. Tout à fait. Elle doit prendre en compte les attentes des parties prenantes. Toutes ces parties prenantes. Wow. Pas seulement ses clients. Toutes ces parties prenantes. Elle doit respecter les lois en vigueur. Ça me semble évident. Mais également toutes les normes internationales de comportement, donc l'éthique des affaires. Et puis, elle doit être tous ces sujets, tous ces engagements doivent être intégrés dans l'ensemble de l'organisation. Donc ça, c'est la définition que la norme ISO 26000 dit pour qu'une entreprise soit responsable, elle doit faire tout ça. Oui. Tu vois ? Donc, pourquoi est-ce que c'est important ? Eh bien, c'est quoi une entreprise, Erika ? On va le rappeler, c'est des hommes, des femmes
qui se mettent ensemble pour la plus grande partie de leur journée, mettre toute leur énergie pour donner le meilleur d'elles-mêmes pour produire quelque chose ensemble. Une entreprise, c'est ça. Oui. Tu vois ? Donc, à partir du moment où on est tous à donner toute notre énergie, toute la journée pour produire quelque chose ensemble et qu'on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes. On a aussi envie de s'épanouir dans ce contexte-là. Oui. Et on a aussi envie que ce que l'on produise soit quelque chose de positif pour soi, pour nos enfants. Pendant très longtemps, ce qui était positif, c'était vraiment de créer de la richesse. Oui. Des produits innovants, c'est toujours le profit, le cas. Hein. Le profit, exactement. Eh bien, de plus en plus, ce qui est important, c'est aussi de produire des impacts positifs au sens de ce qu'on a dit tout à l'heure sur le développement durable, donc au sens d'aller vers la protection des droits humains, la protection de l'environnement, le bien-être des uns et des autres, l'inclusion, l'égalité entre les gens, etc. Mais du coup, l'entreprise, tu vois, c'est le véhicule de transformation de la société parce que c'est là qu'on met l'énergie qu'on a, c'est là qu'on réunit nos ressources. Bien sûr. Matérielles, financières, c'est énormément de richesse. Et c'est aussi une des parties prenantes qui a énormément d'impact négatif. Parce que si on ne fait pas attention à ce qu'on fait, et c'est ce qu'on a vu sur les 50 dernières années, eh bien, on produit des choses extraordinaires, de l'informatique, de l'intelligence artificielle, des bâtiments, des trains, des avions, etc. Tout ce qui va être industriel, mais pas que. En fait, on produit énormément de choses qui vont nous rendre service, qui vont améliorer notre vie. Mais dans ce processus de création qui est extraordinaire, hein, qui est magnifique, que l'on fait tous ensemble, dont on peut être fier, mais en fait, la manière dont on le fait peut effectivement avoir des impacts négatifs, donc polluer l'eau en fonction des produits qu'on utilise, polluer l'air, peut être stressant, avoir un impact négatif sur la population, peut faire du bruit, ça peut avoir énormément d'impact négatif. Si on veut faire un maximum de profit et qu'on délocalise et qu'on veut faire travailler des personnes le moins cher possible, eh bien, ça a des impacts négatifs aussi. Donc, il s'agit de considérer l'entreprise comme vraiment un endroit dans lequel on va pouvoir changer cet impact et créer au contraire autant d'impacts, mais qui vont dans le sens de ce que l'on veut protéger, c'est-à-dire la dignité de la vie humaine, mais pas que, protéger nos ressources, faire ensemble, s'épanouir, devenir meilleur, créer des choses dont on est fier, voire créer des choses qui améliorent encore ce qui est l'existant, la nature. Il y a énormément de choses qui existent, qui protègent, qui peut, que ce soit des outils, que ce soit des produits, que ce soit de la connaissance aussi. Les entreprises peuvent créer de la connaissance. Bref, c'est qu'est-ce qu'on fait toute la journée ensemble de nos énergies. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis intéressée à l'entreprise. Parce qu'en fait, j'ai considéré que c'était à la fois le véhicule de la destruction ou de la construction. Oui. Et donc, c'est là que ça se passe pour moi. Tout à fait. Et tu as raison. Et je pense que là, j'ai retenu un mot-clé et c'est vraiment l'impact. Justement, je me suis renseignée et j'ai trouvé une enquête du Forum économique mondial où justement, il montrait qu'environ 70% des gens professionnels, ils ont beaucoup plus intérêt à justement rejoindre ou même rester dans une entreprise qui soit engagée et justement qui s'intéresse aussi à l'environnement. Et je voudrais savoir justement quelle serait la différence entre une entreprise à impact et une entreprise traditionnelle.
OK. Eh beh, écoute, c'est, super que tu aies, fait cette recherche. Il y a beaucoup d'études, hein, qui montrent, cette tendance et qui s'amplifie d'ailleurs et effectivement, les gens cherchent de plus en plus à utiliser, leur vie, Mmh. leurs talents, voilà, leurs compétences, pour créer des choses positives, hein, donc de l'impact positif. Alors, c'est très simple, hein, la différence entre une entreprise qui veut avoir de l'impact, une entreprise à impact ou une entreprise traditionnelle. Historiquement, une entreprise, on l'a créée pour, développer des capitaux. Donc, Mmh. des capitaux matériels, financiers. Donc, on cherche à créer de la valeur financière Oui. essentiellement. Donc, c'est le but. Demain, si, tu crées, ta propre entreprise, ce sera aussi pour vivre avec. Ce sera aussi pour investir dans des choses. Tout à Ce fait. sera, et puis Mmh. c'est beaucoup d'efforts d'entreprendre, donc c'est bien logique. Mais, comme je te disais tout à l'heure, ça suffit plus parce qu'on s'est rendu compte que, eh bien, il y a, des limites à nos ressources Mmh. et donc on ne peut pas, voilà, s'intéresser uniquement à créer de la valeur financière. Il faut aussi, créer de la valeur, sociale, et environnementale, donc de l'impact positif pour les gens et la nature et la vie dans son ensemble. Mmh. Donc dans cette démarche-là, hem, comme dans tout le reste, il y a eu, une démarche de développement des normes. Mmh. D'accord. Donc il y a eu de la législation année après année, en fait depuis les années 50, même peut-être un petit peu avant si on va chercher, mais de plus en plus qui s'est intéressée à la responsabilité et à l'impact de l'entreprise. Mmh. Donc je te fais le chemin le plus court. D'abord, on s'est posé la question de la responsabilité sociale de l'entreprise. Il y a eu plein d'étapes jusqu'en 2010 où il y a eu la définition. Mmh. Puis, que ce soit, dans les pays, outre-Atlantique, États-Unis et tout, mais notamment en France, on va se concentrer, ici pour l'instant, on s'est posé la question de définir plus encore comment est-ce qu'une entreprise peut s'engager. Il y a toujours eu des entreprises à vocation sociale. Il y a toujours eu des entreprises sociales et solidaires. Mmh. Enfin, ça a toujours, existé. C'était plus de forme d'association, choses comme ça. Et puis, on s'est dit: «Mais on peut très bien être une entreprise qui développe, qui développe des possibilités du capital, Mmh. tout en, cherchant l'impact». Donc il y a eu plusieurs tâtonnements comme ça. Puis en 2019, il y a eu, une loi qui a tenté de définir ce qu'était une entreprise à mission Mmh. versus une entreprise, sociale et solidaire. Cette loi s'appelle la loi Pacte. Elle était très large. Elle servait aussi à faciliter un certain nombre de choses pour les entreprises. Mais elle a eu, il y a eu un avant et un après, en tout cas, dans la prise de conscience dans le monde économique qu'il existait une autre manière Mmh. d'entreprendre et de Oui. gérer une entreprise. Et donc, on a vu apparaître comme ça, plus largement, un engouement, ou un intérêt en tout cas, pour l'économie sociale et solidaire. La loi aussi permis, avec un agrément qu'on appelle ESUS, à des entreprises, donc, dont le statut, ça va être, tu vois, une SAS ou voilà, des entreprises qui ont des actionnaires, Mmh. et ben, qui peuvent chercher un agrément. Donc, il faut répondre à un certain nombre de critères, pas se payer Oui. très cher, enfin, pas se payer très cher, j'exagère, mais il y a un plafond, parce que tu as des patrons, voilà, Mmh. qui n'ont aucune limite. Là, il y a des limites. Il y a aussi une idée de gouvernance démocratique, de comment est-ce qu'on gère l'entreprise avec tous les salariés, etc. Et ça donne à une entreprise sociale et solidaire, pardon, la possibilité d'avoir un certain nombre d'aides de l'État, mais aussi d'avoir des dons, Mmh. puisqu'elle cherche, une entreprise sociale et solidaire, elle cherche à, en priorité, c'est peut-être par là que j'aurais dû commencer. En fait, l'objectif d'une entreprise sociale et solidaire, c'est de chercher, bien avant le profit, l'utilité sociale. Donc, elle se crée Mmh. pour avoir un impact social. Par exemple, pour réduire le nombre de personnes sans domicile fixe dans un environnement.
Oui. dans une ville, D'accord. pour augmenter l'inclusion des jeunes, Mhm. pour améliorer la garde d'enfants dans un écosystème. Enfin, Oui. c'est une entreprise, mais qui se crée, donc, qui pourrait être une association, mais c'est une entreprise. Elle a un objectif d'utilité sociale. Oui. Et quand elle va dans ce sens-là, eh bien, il y a cet agrément qui lui permet d'avoir des dons comme une association. Or, ce n'est pas une association, c'est une entreprise. Oui. Et l'entreprise a un impact, grosso modo, c'est ce type d'entreprise, mais c'est aussi des entreprises qui vont ressembler à des entreprises traditionnelles, qui ont un objectif de profit. Ça va être leur boussole de faire, d'avoir des bénéfices à la fin de l'année, ce qui n'est pas la boussole de l'ESS. Mhm. Même si elle cherche quand même à avoir des bénéfices pour pouvoir prospérer, mais Oui. pour d'autres raisons. Et justement, là, par exemple, je me suis dit que c'est vrai que là, il y a certaines entreprises qui, justement, souhaitent partager une image Oui. beaucoup plus écologique et plus engagée. Mais dans la réalité, c'est pas la même chose. Ah et oui. J'aimerais savoir ce que tu en penses du greenwashing et purpose washing. Alors, c'est un gros sujet. C'est surtout un sujet qui parle beaucoup aux jeunes, en fait. Et oui, alors, mon point de vue, et là, c'est très personnel, hein, je considère que le greenwashing et le purpose washing, qui sont... peut-être tu veux que je définisse rapidement de quoi il s'agit ou tu parles des principes Si tu veux, oui. Rapidement, donc c'est de dire c'est qu'une organisation se vante ou mette en avant des engagements pour la protection de l'environnement ou d'utilité sociale, là pour le purpose washing, uniquement pour satisfaire les demandes de son écosystème en termes d'image, mais qui, en réalité, va pas tellement s'investir sur ce sujet-là, qui peut-être parfois va même être complètement... ne va pas s'engager du tout, va faire les choses de manière très traditionnelle, mais va trouver une manière de faire croire qu'elle est responsable, qu'elle va dans le sens de... C'est ça le greenwashing, c'est ça le purpose washing, c'est vraiment de l'image, c'est de la com. Oui, c'est du... Alors, j'aime pas dire c'est du marketing, parce que marketing, c'est un outil. Le résultat du marketing, par contre, on en fait un peu ce qu'on veut. Moi, j'ai utilisé le marketing pour le développement durable, donc c'est... Mais en même temps, on peut dire que c'est du marketing dans le sens où ça permet de vendre. L'objectif, c'est de vendre. Bref, en tout cas, je considère que c'était une étape un peu naturelle dans le développement de la société. Pourquoi ? Parce que pendant des années et des années, depuis la deuxième révolution industrielle, pour le monde économique, mais pour tout l'Occident, en fait, hein, eh bien, le progrès économique, le progrès, eh bien, c'était vraiment pour l'humain, pour l'être humain. C'était vraiment un progrès humain. Ça avait beaucoup de valeurs très positives, en réalité. On n'avait pas encore la conscience des limites planétaires et du risque de l'impact carbone, enfin des émissions carbone. En fait, on le savait chez les scientifiques, etc., mais ce n'était pas démocratisé. Cette information n'était pas démocratisée. Donc, pendant très longtemps, l'objectif de l'entreprise, c'était de faire du profit, c'était de faire du progrès, et beaucoup de personnes ont cette conviction. Donc, quand arrive la RSE, eh bien, on se dit, voilà, c'est trop d'efforts, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de risques de changer la manière de faire, les choses, etc. Donc c'est non. Voilà, donc on va répondre, oui, voilà, on va essayer de faire en sorte que ce soit pas un problème, mais on va pas révolutionner notre entreprise qui tourne, en fait. Et on arrive à faire que nos employés gagnent leur vie, etc. Donc on est très content comme ça. Oui, mais non. Le problème, c'est que le monde a changé, qu'on s'est rendu compte qu'en faisant ce qu'on fait depuis la deuxième révolution industrielle, eh bien, on est en train de détruire
notre planète, en fait, et notre vie, notre qualité de vie, notre capacité à vivre en santé. Et donc, on ne peut plus faire comme avant. Oui, Et ça, c'est t'as très raison. difficile pour toute une génération qui a cru dans le côté positif du progrès et du capitalisme. Oui, C'est vraiment une culture et c'est très difficile de changer une culture. Et oui, t'as je raison. pense que c'est un peu Mhm. ton sujet, la culture. Oui, Voilà. l'interculturalité aussi. Et justement, tu nous disais que des fois, bah, ça peut être un peu compliqué. Oui. Mais est-ce que tu aurais 2 conseils à donner aux auditeurs, justement, pour qu'ils puissent s'engager de façon individuelle pour le développement durable? Alors oui, ouais, j'ai pas mal de choses que je peux dire à des jeunes. Alors, juste rapidement pour revenir sur ta question précédente et la conclure, c'est que ça a été un passage naturel de l'être humain, de dire, voilà, je vais pas me transformer tout de suite et de faire en sorte que, voilà. Mais c'est pas pour ça que c'est acceptable et qu'il faut lutter contre le greenwashing et le purplewashing. C'est très important. Et aujourd'hui, les jeunes savent le dénoncer et réclamer autre chose. Les jeunes et la société civile. Et en fait, les conseils, je sais pas. En tout cas, le regard que je peux partager avec des jeunes, et a fortiori avec des étudiants, c'est que d'abord, à mon sens, je te l'ai dit, hein, je suis très engagée vis-à-vis de la jeunesse. Les jeunes, c'est le trésor du monde. C'est pas compliqué. La jeunesse, c'est l'avenir, c'est l'énergie, c'est la créativité. Je dis pas que plus tard, c'est pas le cas. Hein. Je dis que c'est vraiment toute cette ébullition-là, elle est chez la jeunesse. Un jeune qui veut s'engager, je crois que c'est un diamant. Et il faut polir ce diamant, le faire briller. Et comment on fait ? Eh bien, c'est bizarre de dire ça, mais il faut se former, il faut travailler, il faut apprendre. Et quand je dis il faut, c'est pas pour dire attention, c'est pas bien, si tu le fais pas, c'est pas ça. C'est de dire c'est la clé. Oui. C'est de dire que l'épanouissement passe par l'effort, passe par le fait de se dépasser. Donc, je ne peux que encourager les jeunes à se dépasser, à se lancer un défi, même un petit, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Mais c'est un défi et de tout faire pour réaliser, avoir la victoire sur cet objectif. Puis un autre, puis un autre, puis un autre, en suivant ses valeurs. Que ce soit dans ses études, que ce soit sur lui-même, par rapport à qui il veut être, par la manière dont il veut parler avec ses amis, la manière... Voilà. Ça, c'est une première chose que voilà. Il faut faire des efforts dans le sens que l'on décide pour soi, pour les autres. Apprendre aussi des choses techniques. Ne pas rester uniquement sur des connaissances intellectuelles. Ça ne suffit pas. Encore moins à l'heure de ChatGPT. Il est essentiel de se cultiver. Oui. Il est aussi essentiel d'apprendre à faire. Maintenant, pour bien faire, il faut se cultiver. Donc, là où moi, je donne des cours sur ce sujet-là, c'est l'esprit critique. Il y a un vrai sujet sur développer son esprit critique. Pourquoi est-ce que je le dis ? Parce que si on veut s'engager, si on veut changer le monde, il faut pouvoir le faire en étant libre. Il faut être libre et on n'est pas libre quand on ne sait pas s'informer, quand on ne sait pas penser. Et pour penser, il faut pouvoir avoir beaucoup de connaissances. Donc, il faut savoir choisir où on s'informe. Donc, vraiment, apprendre à s'informer, décrypter le faux du vrai, vérifier que ce qu'on pense, on le pense vraiment par soi-même. Donc, pour ça, il faut aussi se mettre en situation d'être avec des gens différents. Oui, sortir un peu de sa zone de confort, finalement. Sortir de sa zone de confort, sortir de son environnement. Donc, c'est bien de se connecter à la vie réelle, physique. C'est-à-dire que quand on va sur les réseaux sociaux, il y a énormément de choses, on apprend avec des personnes qui vont être dans le même univers que nous ou qui vont avoir les mêmes intérêts que nous.
Mais du coup, on ne sait pas trop comment on est tous arrivés là. Il y a les algorithmes qui font... Mais quand on est dans la vraie vie, c'est-à-dire que s'engager dans une association étudiante ou à l'extérieur, ça fait qu'on se confronte, on est en physiquement avec d'autres personnes. Et là, on va parler de saralité. On va se mettre ensemble. Ce qui est hyper important que les jeunes comprennent, c'est que l'isolement, c'est quelque chose qu'on décide. On n'est jamais vraiment seul, en fait. Il y a toujours une association. Bien sûr qu'on peut être à un moment donné seul. Mais le rester, ça, c'est... Voilà. Il faut trouver le courage d'aller intégrer des communautés, des groupes, et je veux dire au sens physique, c'est-à-dire rejoignez une association, rejoignez une entreprise à impact, faites des stages là-bas, vraiment s'entourer, bien s'entourer de personnes qui ont de l'expérience ou qui veulent aller dans le même sens que soi. Donc c'est vraiment ça, et il y a énormément d'associations qui peuvent être suivies. Je pense à On est prêt, je pense à Make Sense, je pense à les bénévoles, les volontaires de l'ONU, les jeunes volontaires de l'ONU. Enfin, il y a énormément de choses. Il y a des choses locales, il y a des choses... Voilà. Oui. Vraiment, chaque personne, et encore plus quand on est jeune, a un potentiel illimité. On peut faire ce qu'on veut de sa vie avec ses capacités. Il faut faire les efforts, bien sûr, comme je disais, mais on peut vraiment faire des choses incroyables. Et la seule chose qui est entre nous et notre objectif, c'est l'action. Un petit pas, puis un autre, puis un autre. Il faut vraiment y aller, ne pas hésiter, essayer, et encore essayer, apprendre, tester, se lancer, oser. Ça a l'air bateau ce que je dis, mais à faire, c'est une autre histoire. Oui, une fois, quand clair. On le fait, on découvre que c'est vraiment, c'est effectivement la clé. Voilà. L'espoir, je crois que peut-être qu'on en avait parlé, mais l'espoir, c'est quelque chose qui se décide. Tu vois, tu peux imaginer, tu peux avoir plein d'idées en tête, plein de références dans des livres, dans des films, mais à un moment donné, quand plus rien ne semble possible, dire j'y vais, j'y crois, je vais trouver des ressources, des gens qui vont venir avec moi, qui vont m'aider, puis moi je vais faire tous les efforts. Ça se décide. Donc l'espoir, c'est pas quelque chose qui naît quand il y a une lueur qui montre que peut-être c'est possible. Et là on se dit ah ben peut-être que c'est possible, donc j'y vais. Ça c'est pas de l'espoir, ça c'est de l'opportunisme. L'espoir, ça vient de soi et ça se décide d'autant plus quand tout le monde nous dit que c'est pas possible. Après, il faut être raisonnable. Mais ça, c'est vraiment de dire je peux atteindre tous mes objectifs et c'est faire un pas, puis un autre dans cette direction-là jusqu'à la victoire. Oui. Voilà. Tous les jeunes qui veulent s'engager, je leur dis quoi ? Je leur dis faites-le. Vous avez l'avenir entre vos mains. Depuis le début de l'humanité, c'est les jeunes qui changent le monde. Chaque époque a changé quand les jeunes se sont dressés, se sont mis ensemble, se sont organisés ensemble et de manière citoyenne. Je ne dis pas de renverser tout dans la rue. Oui. Non, de manière avec leurs compétences, leur joie. Il faut être joyeux dans l'engagement, dans le fait de changer. Voilà. Et décider tous les matins que le changement, il commencera par toi. Oui, voilà. Non mais je pense que tu as tout dit vraiment. Et je te remercie parce que aussi avec ces conseils-là, vraiment, j'ai l'impression que tu nous motives vraiment à agir et à vraiment nous engager. Et je pense qu'avec ces conseils-là, on va finir cet épisode. Je te remercie encore une fois pour ta participation. Et n'oubliez pas que cet épisode il sera disponible sur YouTube et sur Spotify. N'hésitez pas aussi à aller regarder le profil de Jasmina sur LinkedIn.
Et puis, on se retrouve pour un nouvel épisode prochainement. Avec plaisir, Erika. Et puis, n'hésitez pas à me demander en contact et me poser vos questions. Et puis, surtout, faites des recherches. Allez-y, foncez. Choisissez un sujet et allez-y, épanouissez-vous dedans. Il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut existe déjà. Maintenant, il s'agit juste d'agir. Merci beaucoup, c'est incroyable. À bientôt. À bientôt, Erika.